Alors, dans mon cabinet, j'ai beaucoup de patientes qui me posent la question comment je pourrais faire pour rencontrer au mieux mon âme sœur. Est-ce que tu penses que l'énéagramme pourrait m'aider? Est-ce qu'il y a des réponses grâce à l'énéagramme? C'est intéressant ta question parce que c'est une question qui m'est sous une forme très simple posée assez souvent. C'est moi, dans l'énéagramme, je fonctionne plutôt comme ça. Qui est-ce qui serait bien pour moi en Oui, face ou ce genre de questions assez simples. Et effectivement, il y a des éléments de réponse, mais ils ne sont pas là où les personnes qui posent les questions les attendent. C'est-à-dire qu'en premier lieu, moi, ce que je vais dire, c'est que n'importe quelle combinaison peut fonctionner. d'accord. Hein. N'importe quelle combinaison peut fonctionner, puisqu'à un moment donné, la question, c'est pas tellement ça. La question, c'est que si on pose fondamentalement la question du couple, il y a deux niveaux de couple. Il y a le niveau de couple où je vais rencontrer l'autre parce que j'ai un manque et je vais essayer de combler ce manque avec l'autre. Donc on est dans le modèle classique sans que ce soit péjoratif, du couple névrotique, hein, où à un moment donné, je vais juste chercher l'acteur pour me donner la réplique par rapport à des morceaux de moi-même que je n'arrive pas à vivre en moi. Donc à un moment donné, ça c'est un premier niveau. Et l'enjeu, dans un couple, pour être dans ce que moi je qualifierais de couple éveillé, ce serait que chacun puisse se réapproprier les morceaux qu'il projette, de telle manière qu'on puisse vraiment aller à la rencontre de l'étrangeté, à la rencontre de l'autre, de la vraie différence, et non pas de morceaux de soi projetés sur l'autre. Et là, à un moment donné, l'autre, il est autre. Et l'âme sœur, si elle est quelque part, elle est au-delà de ces systèmes de défense, elle est au-delà de ces choses-là. Donc à un moment donné, l'énéagramme peut nous servir dans la rencontre de l'âme sœur à deux niveaux. Un premier niveau, c'est le travail sur moi qu'il me permet, qui me garantit que je ne suis plus en train de projeter sur l'autre, qui me garantit, en tout cas qui m'aide à aller vers, je ne suis plus en train de projeter sur l'autre et donc je deviens un peu plus cet être individué qui va pouvoir aller à la rencontre d'un être individué et être dans un couple plus évolué. Donc déjà, mais ça, c'est de soi à soi. Une autre clé intéressante, c'est que si le couple est un espace pour évoluer vers ces choses-là, à un moment donné, c'est intéressant de mettre de la conscience sur les scénarios qui sont en train de se dérouler de manière inconsciente à l'intérieur de notre couple. Et là, je dis n'importe quelle combinaison peut marcher, mais par contre, donnez-moi un couple constitué et dites-moi le mode de fonctionnement de l'un et de l'autre, et je vous raconterai ce qui se passe quand ils se disputent. D'accord. Tu Voilà. prévois les disputes donc. Et, on peut complètement voir où est-ce que ça frotte et ce qui se passe et quels sont les enjeux relationnels de système de défense à système de défense. Donc quand on prévoit la dispute, tu sais bien qu'il est difficile de se disputer. Donc est-ce qu'on pourrait dire qu'on peut arriver à une sorte d'harmonie dans le couple On peut pacifier certaines choses par la vertu majeure de l'énéagramme qui est de mettre de la conscience. Et à ce niveau-là, sur l'énéagramme, dans les combinaisons de couple, après on peut aussi l'utiliser à un sens plus large que le couple d'un point de vue systémique au sens large. Moi, en entreprise, j'interviens, je l'utilise par rapport à une équipe et aux membres de l'équipe et ce qui se joue, etc. Donc le couple n'est jamais qu'un sous-ensemble de ceci. Donc tu veux dire qu'il y a de l'affection, même dans un système, même dans le système de l'entreprise? Il y a des enjeux, de projectifs de la même manière. On voudrait que l'entreprise soit un espace d'adulte à adulte ou un petit peu coupé de son émotionnel, etc. Mais à partir du moment où il y a relation entre des personnes qui sont à un certain niveau de travail sur elles, forcément il y a de la projection, forcément il se passe des choses partout. Mais le couple est quand même un espace privilégié. Et dans ce couple, en fonction du flux majoritaire de l'un, parce que là aussi c'est complexe puisqu'on a un petit peu à diverses proportions tous les flux à l'intérieur de nous, mais si on prend le flux majoritaire de l'un, le flux majoritaire de l'autre, on peut voir des choses. Et c'est vrai que sur les couples que je rencontre, il y a des grands schémas classiques. Je dirais qu'il y a 3 grands schémas classiques qui me semblent recouvrir, dans mon expérience, 90% des cas. Et les 10% restants, c'est ceux qui ne rentrent pas dans ce que je vais énumérer là, qui demandent d'aller chercher d'autres grilles d'analyse qu'on a aussi. On les a également.
Mais ça va être très éclairant de poser ces 3 cas de figure déjà. Et puis pour les autres cas, on a aussi des réponses, mais il faut les creuser un petit peu plus. Le premier cas de figure, c'est ce que j'appelle le couple d'aile dans l'énéagramme. Par exemple, la 5 qui se met avec le 6 ou le 1 qui se met avec la 2. Ou les 2 numéros se suivent. Mais ils cherchent peut-être inconsciemment une évolution pour eux-mêmes, tu penses? Dans ce cas de figure, oui, puisqu'on est dans la logique du processus. Donc quelque part, tu as une très bonne intuition. Quand les numéros se suivent, on est vraiment dans la logique du processus qui se déroule dans le temps. Et comme ce processus se déroule dans le temps, dans le sens aiguille d'une montre, il se passe un truc très caractéristique, c'est que celui, par exemple, si je prends du 1 avec du 2, la personne qui fait du 1 voit la personne qui fait du 2 comme quelqu'un qui lui apporte de l'inspiration à aller dans le monde, à aller faire les choses. C'est quelqu'un qui l'attire à aller faire. Pour la personne qui fait du 2, elle voit la personne qui fait du 1 comme une ressource. Donc le rapport est dissymétrique, l'un voit l'autre comme une ressource, l'autre voit l'un comme un inspirateur. Ce sont des couples plutôt complémentaires du coup. Je ne parlerai pas de complémentarité, je parlerai de dissymétrie. D'accord. Où chacun va y chercher ce qu'il a à y chercher. D'accord. Il y a un autre cas de figure qui est dissymétrique, c'est le long des flèches. D'accord. Parce que si, par exemple, tu prends un couple, restons sur le 1, un couple 7-1 qui est un classique. Le 1 va voir le 7 comme son point d'intégration dans l'énéagramme. Donc il y a une idéalisation du partenaire, inconsciente, mais le partenaire est idéalisé. A l'inverse, le 7 voit dans le 1 sa désintégration, donc la chose où je ne voudrais pas aller, mais en même temps, cette chose, c'est son ombre. La désintégration est en lien avec notre ombre. Et la caractéristique d'une ombre, c'est qu'elle nous fascine. Donc il y a un rapport de fascination inconscient. Donc il y a un rapport dissymétrique, idéalisation, fascination dans ces couples-là, qu'on peut détecter assez facilement. Et j'aimerais aussi te poser une autre question qui est à un niveau plus spirituel, parce que j'ai beaucoup de clientes qui sont dans une sorte de relation beaucoup plus spirituelle dans leur recherche de leur partenaire. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que là aussi il peut y avoir des clés Alors ça dépend qu'est-ce qu'on met derrière le mot spiritualité. Parce que c'est un peu un fourre-tout de nos jours. Ça mériterait que tu définisses ce que tu entends par là un peu plus. C'est plus des styles de couple où on a vraiment dans une harmonie parfaite, où voilà, c'est vraiment, on n'a plus besoin de se parler pour se comprendre. Bah, si on n'a plus besoin de se parler, c'est pas la peine d'être ensemble. Tu crois? À un moment donné, l'espace de la relation, c'est un espace de croissance. Donc pour moi, un couple évolutif, c'est pas forcément un couple où tout roule, où règne l'harmonie en permanence, parce qu'à un moment donné, il n'y a plus rien à faire. Oui, bien sûr. Quelque part, alors, quelle est la raison pour laquelle je suis avec cette personne? Si, parce que je suis bien avec. Mais est-ce que je suis bien avec parce que je suis dans une relation fusionnelle de dépendance, où l'autre me nourrit sur un espace où moi, je ne suis pas en autonomie, auquel cas on a un couple très fusionnel, mais attention, quand il y en a un des deux qui n'est plus là, l'autre en général s'est construit sur cette dépendance, et donc ça peut être très confortable à vivre, mais ça pose aussi des questions. Où est-ce que je suis dans un espace de rencontre de l'autre, et à travers la rencontre de l'autre, je me découvre à chaque jour un petit peu plus sur moi, puisque l'autre me renvoie des choses et m'aide réciproquement à cheminer vers ce que, comme Jung par exemple, appelait l'individuation. Être un individu, complètement individué, complètement à part entière. Et à ce moment-là, quel meilleur espace que l'espace du couple pour faire ce cheminement à deux. Pour moi, le couple en évolution, il est là. Il n'est pas dans le couple fusionnel en dépendance réciproque. Même si c'est peut-être plus agréable à vivre. Mais à un moment donné,
si ta main elle est plongée dans un milieu à température idéale, tu sens plus ta main, tu n'as plus conscience. S'il n'y a pas point de contact, il n'y a pas de conscience. La conscience est intimement liée à ce point de contact, qui n'est pas forcément violent. Donc à un moment donné, oui, je veux trouver la personne, je me sentirai bien, et je suis un petit peu dans cet état. En fait, quelque part, c'est une quête de retourner dans la matrice. C'est une quête du paradis perdu, du liquide amniotique, de toutes ces choses-là. Mais si on est né, c'est peut-être pas pour revenir en arrière, c'est peut-être pour aller de l'avant. Pour évoluer.